Carlos Alcaraz sauve 3 balles de titre et remonte de 2-7 à 0 face à Yannick Sinner dans une finale irréelle, légendaire et inoubliable. Il remporte son 2e Roland Garros, son 5e Grand Chelem, déjà à 22 ans simplement. Ce dimanche 8 juin, un premier chapitre immense de la rivalité Alcaraz-Sinner s'est écrit devant nos yeux. Et bordel, qu'est-ce que j'aime ce sport? Qu'est-ce qu'on a vécu? On va prendre le temps sur cette vidéo, on va redescendre un tout petit peu, la finale vient tout juste de se terminer, on a vécu toutes les émotions possibles que le sport peut nous donner. Une finale absolument irréelle, colossale, un combat de titans. Carlos Alcaraz qui sauve 3 balles de titre, qui revient dans le combat, qui remporte ce tie-break du 4e set et un 5e set échevelé. Un combat féroce entre 2 légendes du jeu, déjà. 2 futures légendes, on le comprend, on l'a senti, il y avait quelque chose de l'ordre du chef-d'œuvre sur cette finale, c'était incroyable ce qu'on a vécu, incroyable, vraiment. Moi je suis passé par toutes les émotions, j'avais les frissons à un moment donné, et je sais pas ce qu'on a vécu là. On va essayer de le comprendre ensemble dans cette vidéo. Alors déjà, ça a été la plus longue finale de l'histoire de Roland Garros, 5h29. On n'est pas très loin de la finale à Melbourne entre Rafa et Novak en 2012. Pour moi, c'est dans les 10 plus grands matchs de l'histoire du tournoi. Ce qu'on a vécu, c'est un truc de fou. Alors après, là, on est à chaud, mais je pense que ça intègre ce gratin très select. C'est aussi une des plus grandes finales de Roland Garros, c'est clair. Même immédiatement après la finale, on le comprend. J'ai du mal à la mettre devant la finale 84 quand même, il va falloir se calmer, mais c'est tout simplement dingue. On a vu un combat de poids lourd, deux légendes, je le disais, à l'œuvre, avec une prise de décision à très haute intensité comme ça pendant plus de 5 heures de jeu, c'est n'importe quoi, c'est lunaire. Et Carlos Alcaraz, le God Mode qui nous sort dans le tie-break, dans le super tie-break de la 5e manche, complètement fou, irréel ce qu'on a vécu. Et Sinner qui lâche pas, en plus qui n'a jamais rien lâché, même s'il se fait breaker tout de suite dans le 5e, et on se dit aïe aïe aïe, il a jamais remporté de match au-delà de 4 heures, ça va être trop compliqué là pour tenir physiquement. Bah non, pas du tout, il s'est battu comme un diable, il s'est battu comme un clébard, il a vraiment tout mis, et il fait un perdant sublime, magnifique. En fait, cette finale, c'est un peu comme la finale de Melbourne en 2009, entre Rafa et Roger. Ça mérite pas de perdant en fait, c'est ce genre de finale. Et terminer ça au super tie break, j'avais un petit pincement parce que je me disais, quand même ça mérite mieux quoi, ça mérite un break, on peut aller jusqu'à 16-14. C'est dommage. Ça c'est dommage, c'est le seul petit regret, mais on a eu à certains instants vraiment du Ali Frazier. C'était un combat féroce, avec une dramaturgie exceptionnelle qu'on va détailler bien sûr en vidéo, en détail. On va prendre le temps, j'insiste sur cette vidéo qui va être exceptionnelle. On va commencer par un débrief des 2 hommes, Alcaraz et Sinner. Ensuite, il y aura les clés tactiques de cette rencontre de légende. Et on terminera par un petit mot de la fin. Je voudrais juste donner un petit point rapide avant qu'on avance. C'est que Alcaraz, il avait déjà sauvé une balle de match contre Sinner à l'US Open en 2022. Souvenez-vous de ce match. Et là, ça fait 3 balles de titre. Sauvé, donc ça montre aussi que voilà, il l'avait déjà fait et il n'a pas tremblé à ce moment-là. On grille pas les étapes, on en reparlera un petit peu après. Si vous voulez soutenir déjà une chaîne tennis que je l'espère de qualité, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. On aura la même formule à Wimbledon, une quotidienne pour suivre ce grand événement. Il y aura l'US Open aussi, il y aura l'été américain. N'hésitez pas à donner de la force, j'ai vraiment besoin de vous pour soutenir Service Volé. Continuez l'ascension, c'est gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à claquer un petit pouce de votre côté. Je vous laisse avec un petit mot du sponsor et on revient tout de suite après pour l'analyse en détail. On est en Big 2025 et tu n'as toujours pas de VPN, ça tombe bien, CyberGhost VPN sponsorise cette vidéo. Avec 38 millions d'utilisateurs et une note de zinzin sur Trustpilot, CyberGhost VPN est le VPN le plus populaire du marché. Un VPN, ça fait 2 ans que je t'en parle et que je l'utilise moi-même, c'est crucial pour sécuriser tes données, même en navigation privée, tu es vulnérable, rien de mieux que CyberGhost VPN pour te protéger. Ton fournisseur d'accès à Internet collecte tes données, le service informatique de ton entreprise collecte tes données, les sites web que tu visites, pareil, et tout ça alimente un marché de revente dont tu n'as pas à être le pigeon. En plus de la sécurité, CyberGhost VPN te permet de changer de pays et donc d'accéder gratuitement à du sport et à du tennis. Wimbledon, dans quelques semaines par exemple, tu allumes CyberGhost VPN avant de naviguer, tu te connectes au Royaume-Uni et tu peux accéder au tournoi gratuitement dans son intégralité via la BBC. En changeant de localisation avec CyberGhost, tu débloques le catalogue de plus de 40 plateformes de streaming différentes comme Netflix, Amazon Prime, Max et tant d'autres. Pas besoin de te prendre 50 abonnements, un seul te permet de sécuriser jusqu'à 7 appareils en même temps. De son côté, CyberGhost VPN filtre tes données mais ne les conserve pas. Avec le lien dans la description, tu bénéficies d'une réduction de 83%.
3% et tu obtiens également 4 mois gratuits. Et comme ils ont une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout est sans risque pour toi. Dernier point, mais pas des moindres, en souscrivant à CyberGhost VPN via mon lien, tu participes à la survie de la chaîne, tu soutiens activement Service Volé, alors n'hésite pas. Allez, retour à la vidéo, et avant de parler de Carlos Alcaraz et de Yannick Sinner, parlons d'abord du tournoi rapidement, ce que j'en ai pensé, on va donner une note aussi, c'est un grand classique sur ces vidéos débrief de la quinzaine. Alors on a commencé avec la cérémonie Nadal, qui moi m'a fait pleurer, j'ai dû mettre, je sais pas, 2-3 jours à m'en remettre, et on termine avec une finale ultra intense, moi qui m'a mis les larmes aux yeux parfois, comme André Agassi, on l'a vu, il avait les yeux tout rouges à un moment donné sur la finale. Bref, on a eu un torrent d'émotions au début et à la fin de cette quinzaine. Et entre-temps, on a eu le run de Loïs Boisson contre Pegula, c'était un match fou, contre Andreeva aussi. La folie publique, et notamment le match contre Draper que j'ai personnellement adoré. On a eu les 2 night sessions de Gaël sur les 2 premiers tours qui, pareil, ont ambiancé cette quinzaine. Arthur Fils aussi au bout de lui-même contre Raume Mounar, même s'il se blesse et qu'il n'arrive pas à jouer son tour suivant face à Rublev. Et puis j'ai aussi envie de donner une mention pour Novak Djokovic en vieux roi terrassé face à Yannick Sinner, qui a livré un énorme morceau de bravoure sur sa demi-finale. Et on a eu, bien sûr, une finale mythique chez les hommes, une belle finale aussi, plein de dramaturgie chez les femmes entre Sabalenka et Coco Gauff, qui a su trouver de la variation dans le vent, avec sa couverture tentaculaire de terrain également. Donc je donnerai un 8 sur 10 à cette édition de Roland Garros. N'hésitez pas à me partager votre note également dans les commentaires, on essaiera de se faire une petite moyenne comme ça. Allez, on avance avec le vainqueur de cette finale complètement dingue de Roland Garros 2025, Carlos Alcaraz. Et en fait, il faut le dire, on a eu Carlitos tout encapsulé dans cette finale. Les aléas, les coups de mou, le manque de réalisme sur les balles de break, dans le premier set notamment, la folie aussi, le cœur, le courage, la résilience dans la deuxième partie de la rencontre, le physique, ça a quand même compté dans cette opposition. Il y a eu des coups de mou physiques de la part de Sinner dans le troisième, au début du cinquième aussi, et c'est là que Carlitos a réussi à passer la tête notamment. On a eu le génie aussi de Carlos Alcaraz avec ce God Mode qu'il va réussir à activer dans le super tie-break de la cinquième manche, intouchable à ce moment-là. On va en reparler bien sûr en détail dans les palettes tactiques. Et en fait ce gars, c'est une classe à part. C'est une classe à part, c'est même un joueur à part en fait, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de profil comme ça dans le tennis actuel, fort et fragile à la fois. Il y a quelque chose qui est très particulier chez Carlos Alcaraz, vraiment très très particulier. Alors 5 grands chelems déjà à tout juste 22 ans, c'est extraordinaire, c'est fou. 2 Roland Garros, 2 Wimbledon, très très fort, un US Open. Et il est sur le chemin pour aller titiller le Big Three, ce sera son combat intérieur, mais aussi il aura besoin d'un joueur comme Sinner pour le pousser, et on a vu à quel point Sinner le transcende en fait, il a sublimé, ils se sont tous les deux sublimés, Sinner et Alcaraz. Ce sera 2 joueurs qu'on va avoir dans le tennis sur les 10 prochaines années qui vont dominer parce qu'ils sont carrément au-dessus du reste, quoi. Très très largement. Là, ce qu'on a vu, c'était extra. La dernière finale de cet acabit, c'était Wimbledon 2023. Il y avait aussi le Rafa Medvedev, finale de l'Open Australie 2022. Mais là, il y a 3 balles de titre, il y a 0,40. Ça change quand même pas mal la donne. Et ce qui est marrant avec Carlitos, c'est que parfois, t'as cette impression que le jeu, il est pas bien construit, il est trop dépendant de son espèce d'état de flow, de stase et de ses inspirations. Et surtout, dans les 2 premières manches, j'ai trouvé qu'il s'était retrouvé enferré dans un combat de baseline de pure puissance. Et il s'est fait globalement décapsuler. En fait, il a pas eu le temps de mettre ses amortis en place, ses variations, parce que Sinner était juste énorme sur les 2 premiers sets, et puis il a bien résisté aussi sur les balles de break, même si je pense qu'il y a un problème de conversion pour Carlos Alcaraz, et c'est le débreak aussi à 3-2 qui lui fait très très mal dans le premier. Il va profiter, je l'ai dit, d'une baisse physique de Sinner à 2 sets, 1 break pour passer légèrement la tête, et de toute façon il l'avait dit, pour lui, le temps joue pour lui sur le format en 3 sets gagnants. Il sait qu'il a le temps, il sait qu'il va réussir à s'imposer physiquement dans un gros combat. Et il est maintenant à quoi, 13 victoires, 1 défaite en 5-7. Il avait perdu ce match contre Berrettini à l'Open d'Australie. En ayant été mené 2-7-0, il était revenu avant que Clocchitini s'impose en 5 manches. Les 3 balles de titre, elles sont juste folles. On a eu 2 énormes stabilisations en coup droit. Il va réussir à trouver 2 coups droits comme ça sur les 2 points très proches de la ligne pour repousser Yannick Sinner. Ces 2 coups droits qui passent à, je sais pas, 10 cm de la ligne, quoi. Ça se joue quasiment à rien. Et sur l'autre balle de titre, on va en reparler,
Il y a une petite erreur de Sinner, une petite précipitation. On sent qu'il y a le bras qui se crispe un tout petit peu. Et il est repris en plus quand il sert pour le titre lui-même à 5-4 dans la 5e manche. Il y a 2 énormes jeux là, 5 partout, 6-5 avant d'arriver au super tie-break. Et derrière, sur le super tie-break, il va être en lévitation, ça va être juste incroyable. On passe au perdant de cette finale, Jannik Sinner. Elle va faire très très mal celle-là. Elle va faire très très mal. Elle fait très très mal, mais en même temps, bah il est pas loin quoi. Il est tout près. Il est tout près de battre Carlos Alcaraz sur terre battue, alors que lui c'est sa moins bonne surface. Il est à 2 doigts, à 1 balle, à 1 frappe. Mais là, chaud, c'est impossible d'avoir ce recul, bien évidemment. C'est 3 balles de titre, quoi. C'est pire que Coria contre Gaudio en 2004. Corien ensuite qui revient en 2005, mais bon, il comprend bien Grafa, qu'il bat à Monte Carlo et à Rome, ça va être trop compliqué de gagner Roland Garros et sa carrière va péricliter ensuite. Je pense que Sinner, il aura sa chance, il devrait avoir une nouvelle chance de remporter Roland, mais il y a aussi ce côté, en fait, il donne tellement le sentiment d'une machine indestructible que ce qui est sympa avec Alcaraz, c'est qu'il révèle les fragilités. Il révèle le truc, ces petits grains de sable dans la machine, dans les rouages. Et les deux se complètent à merveille, ça apporte beaucoup, je trouve, dans cette rivalité, avec chez Jannik ce calme opérationnel incroyable face à 99% du circuit. Et même là, dans cette finale, on a eu cette impression, ce ressenti, au tout début du 3e set, que il allait remporter ce match en 3-7, et il n'y aurait pas eu d'embrouille, quoi. Il n'y aurait pas eu d'embrouille, il était au-dessus. Il était au-dessus, même si bon, il va mini trembler sur le débreak à 5-4 dans la 2e manche, il va franchement trembler sur les 3 balles de titre, mais ça c'est normal. Et quand on le voit à son meilleur niveau, moi je me faisais la réflexion pendant le match, je me disais mais c'est un mélange entre Novak Djokovic 2011 et Borg. Le côté Iceman de Borg qui montrait rien du tout, même si c'est un tout petit peu énervé quand même Jannik ce soir avec une marque, avec voilà 2-3 petits trucs, mais bon à la Jannik, hein, il s'est pas énervé comme un dingue. Et puis le tennis métronomique, robotique presque, de Novak en 2011, il y a vraiment un mélange comme ça qui est fascinant, qui est vraiment vraiment fascinant. Mais au bout du compte, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est une machine de guerre, c'est une machine à gagner, mais il y a un gars qui le bloque. Ça fait 5-0 désormais, sur les 5 dernières oppositions entre les deux hommes, c'est fou, c'est taré. Et donc du coup, il a fait ce soir un perdant magnifique, un peu malgré lui, mais un perdant brillant, un perdant touchant même sur la fin. Ça doit être horrible. Ça doit vraiment être horrible, là, ce qu'il est en train de vivre, surtout qu'il a jamais rien lâché, quoi. Il a pas lâché un pouce, une miette. Dans le 5e, il est revenu. Il mettait tout ce qu'il avait. Quel cœur, quel cœur. Alcaraz aussi, quel cœur ils ont. Putain, c'est... Il a fallu un mutant pour le terrasser. Il a fallu quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Qui n'est pas de ce monde. Le public qui a encore été quand même vachement contre lui sur cette finale, un peu à l'image du match contre Djokovic. Même si à la fin, c'était quand même... bon, les gens étaient juste là pour... kiffer le spectacle qui était devant leurs yeux. Alors, j'ai dit qu'il n'a pas trop fléchi à partir de 4 heures, mais il y a quand même eu des moments où il y a un fléchissement physique et il doit continuer à progresser physiquement, il doit continuer à progresser dans l'endurance. Mais après, est-ce que tu as vraiment besoin de réinventer la roue quand t'es passé à 1 point de battre Carlos Alcaraz en finale de Roland Garros, que c'est ton 2e tournoi depuis ta suspension, que tu as fait finale à Rome, finale à Roland Garros? Putain, le gars à Wimbledon, le gars sur le dur US, la tournée en indoor, il va être injouable. Allez, on avance un énormissime coin tactique pour débriefer cette finale de légende. Pareil, on va prendre le temps, posez-vous, détendez-vous. On a tout le temps du monde avec un break pour commencer la partie. Alors, c'est à la 7e occasion hein, pour Alcaraz. Il a des balles de break sur les 2 jeux de service précédents du côté de Sinner qui va essayer de le bloquer sur le revers. On a vu beaucoup de services côté revers, on a vu aussi beaucoup de diago revers pour essayer d'aller obtenir la faute directe. On se retrouve sur le jeu suivant, et là, ce débreak immédiat, on sent que ça va un tout petit peu briser l'élan de Carlitos avec 2 balles décentrées, avec aussi ce petit péché mignon qu'il peut avoir Carlitos sur les défenses en extension côté revers. Il a tendance à maintenir la balle très tendue, et donc il a aucune marge, évidemment, sur sa défense. Alors ça passe parfois quand il défend ici, en croisé avec la balle qui passe là où le câble est le plus bas,
mais là, il va complètement exploser sur cette défense. En face, Sinner qui est intégralement galvanisé par cette opposition, et d'ailleurs, il va commencer à sortir quelques points qui sont pas dans son répertoire, je trouve, comme ici, par exemple, une belle volée basse croisée. C'est rare de voir Sinner dans ce type de schéma, et ça montre aussi à quel point il sait qu'il faut qu'il sorte un tout petit peu de sa zone de confort pour aller lutter contre Alcaraz. On parlait de grain de sable dans la machine, il va y avoir un petit grain dans l'œil droit de Carlos Alcaraz à 5-4, et à ce moment-là, moi je me dis, je suis devant le match et je me dis, aïe aïe aïe, il va servir pour rester dans le set, après un moment comme ça, il peut se passer une dinguerie, et il va s'en passer une. Deux grosses fautes directes de Carlos Alcaraz qui va donner le jeu, entre guillemets, dans cette situation, avec ici un retour de la part de Jannik Sinner, et si vous revoyez le point, en fait, Carlitos, il bouge pas les jambes, il attend que la balle arrive à lui, et ça, c'est un aspirateur à faute, forcément, parce que si t'es pas bien placé, si t'es pas bien positionné, tu vas avoir moins de précision. Après ce jeu, Alcaraz qui va se frustrer, on sent qu'il est un petit peu tendu, un petit peu énervé, et justement, c'est à ce moment-là que Jannik Sinner va sortir de sa boîte quelques retours tonitruants, et alors je sais plus s'il est long de ligne ou croisé celui-là, je vous avoue, mais c'est sur première balle en tout cas, ça c'est sûr, et on le sait, après Rome, Sinner qui a spécifiquement modifié sa position au retour pour lutter face aux premières balles d'Alcaraz, et ça se matérialise dans cette position. À 6-4, 5-3, Sinner qui va être attrapé par une toute petite pression avec une première balle simplement, une première seconde, et sinon que des deuxièmes balles. Un petit problème au niveau du pourcentage de service et de première balle pour Jannik Sinner dans ce jeu, mais aussi sur l'ensemble du match d'ailleurs, et Alcaraz va se jeter dans l'ouverture. On avance dans le tie-break de la deuxième manche, un tie-break qu'on imaginait comme un tournant à cet instant de la partie entre les deux hommes. Il va y avoir une moonball, un contre-pied de la part d'Alcaraz qui essaye de travailler avec ses schémas préférentiels. Sinner sur cette terre battue du Châtrier, mais Sinner qui va être parfait ici, qui va trouver un contre télescopique, la petite merguez dans la Lulu. Et Alcaraz de son côté qui manque de réalisme, qui fait un petit peu n'importe quoi. Regardez, il est sur le reculoir, il est très très loin, juste avec le bras, il va tenter une amortie qui n'a aucun sens ici et qui va échouer dans le couloir. On avance, on se retrouve à 2-7, un break même sur le début du troisième set avec un Jannik Sinner tout simplement impossible à déborder, qui remet tout avec une longueur Djokovicienne. Et c'est là que le show Carlos Alcaraz va tout doucement commencer. Il va lâcher les crochets, on sent qu'il est un peu plus en relâchement. En fait, il comprend bien qu'il est dos au mur, qu'il n'y a plus vraiment de situation où il peut prendre le temps, voir s'il peut revenir. Non, faut réagir tout de suite, et c'est ce qu'il va faire, des breaks. Et break encore de la part d'Alcaraz avec un Sinner qui fléchit physiquement. Vous vous souvenez, il y a ce smash du fond du court qui va rater à 40-15, et on voit dans son équipe, ils comprennent que c'est un moment important là, faudrait réussir à le tenir, empêcher Carlos Alcaraz de prendre le momentum, et c'est pas ce qui va se passer. Le Murcien qui va s'engouffrer dans la brèche. La fin du troisième set qui va pas être si limpide que ça, puisqu'il y aura un débreak avec un Jannik Sinner qui va balayer le court, qui va se battre comme un damné, et qui va réussir ici un contre de l'espace. Après avoir réussi à passer la tête, à revenir à 2 manches à 1, Carlitos qui se retrouve encore en apnée sur son +1, regardez, il est complètement décalé avec son revers, il va réussir à trouver, par miracle ou pas, cette accélération qui va accrocher la ligne devant les yeux éberlués de Sinner. Et là, mes très chers Goats, on arrive dans la moiteur du combat, dans l'intensité de cette finale légendaire entre les deux hommes. Sinner qui va sortir un jeu de retour, un break blanc stratosphérique d'une autre galaxie, avec ici la première amortie gagnante du match. Tenez-vous bien, au bout de 3h33 de jeu, parce qu'en fait, les deux gars, ils s'envoyaient tellement des monstruosités dans la face, qu'ils n'avaient pas le temps d'avancer dans le court et de distiller des petites amorties. Sinner qui fait un jeu juste grandiose à cet instant, et on se dit, il a fait le plus dur. 6-4, 7-6, 4-6, 5-3, 0-40. 3 balles de titre pour Jannik Sinner. À cet instant, on se dit que c'est terminé. On se dit que c'est fini, on se dit que Jannik Sinner va remporter son premier Roland Garros, son 4e Grand Chelem en carrière. Eh bien non, c'est pas ce qui va se passer, c'est terrifiant ce qui va se passer. Je vous ai parlé des stabilisations exceptionnelles de la part de Carlos Alcaraz sur 2 balles de titre. Et ici, le petit regret pour Sinner, l'énorme regret même. On est sur une 2e balle, retour de revers qui va s'échapper de quelques centimètres. Et là-dessus, je pense qu'il va en faire des cauchemars.
Mais c'est pas terminé. Sinner revient en piste et c'est à lui de servir pour remporter Roland Garros. Et Carlos Alcaraz va réussir à débreaker. Ça va être juste énorme. Là, on sent que la raquette, elle pèse 10 kilos dans les bras de Sinner. Il va réussir une petite volée courte juste folle. Et Carlitos, tel un champion, tel une légende qui va mettre tous les coups dans la bataille, qui va tout lâcher, qui va tout donner, qui va mettre son cœur sur le châtrier au bout de 3h53 de jeu, qui va lâcher les missiles sol-sol ici avec tout son panache et qui va revenir, qui va débreaker. On avance dans le tie-break de la 4e manche. Sinner un petit peu sonné, qui commet quelques imprécisions, et son côté Carlos Alcaraz qui maintient ce niveau, qui maintient ce côté féerique dans son jeu, qui va réussir à recoller à 2 manches partout. Et là, clairement, on bascule dans l'irrationnel le plus complet. Cette fin de 4e manche, il s'agit plus vraiment de tennis, il s'agit de cœur, d'orgueil, de résilience, de courage, de folie aussi. Et on arrive dans une 5e manche où on comprend bien que ça va être difficile pour Sinner de se relever de ça. Et c'est le cas au tout début de la 5e manche, Carlos Alcaraz qui va parvenir à breaker Jannik Sinner et qui commence à déployer son jeu, à déployer ses ailes. Au bout de 4h20 de jeu ici, il va distiller une magnifique amortie qui va scotcher Sinner. Et là on comprend que pour aller se taper Carlos Alcaraz sur la durée des 5 manches, il faut être très très solide. Le gars est complètement lucide, extra lucide dans cette position, et il balade Yannick. Les amortis, des coups de patte extraordinaires. Ici, il est de dos, il va juste fouetter la balle avec son revers qui va passer devant la truffe, devant la struffe de Sinner. Et c'est même plus de l'irrationnel, c'est même plus de la folie, il n'y a même plus les mots pour définir ce à quoi on est en train d'assister ici. Un plongeon pas forcément voulu de la part d'Alcaraz, on n'est pas sur du Boris Becker, et la volée qui va terminer du bon côté du filet. Sinner, et c'est très rare, qui se tend sur une marque qui, selon lui, n'a pas été jugée de la bonne façon. Et à 5-4, service à suivre pour Carlos Alcaraz et qui sert pour le titre. Bah là, on se dit, c'est pas terminé. C'est pas terminé, on a la sensation qu'il va encore se passer quelque chose, et c'est précisément ça, avec une amortie pourtant mais magnifiquement touchée, et Sinner nous tape une course, mais de l'espace au bout de 5h03 de jeu, une espèce de course échevelée comme ça, il va la remettre mais tout doucement comme ça, juste derrière le câble, et même Alcaraz il est surpris, il va pas la toucher. C'est le débreak. Les 2 jeux qui vont précéder le super tie-break, ce sont 2 jeux de titan. Là, c'est une tenue, c'est un hold de Sinner qui est juste terrifiant. Alors ça, c'est un point qui va peut-être être oublié dans la grande histoire de ce match, mais pour moi, l'un des sauvetages aussi d'Alcaraz sur ce match, c'est ici, sur cette finale, avec un retour de Sinner qui est gagnant, je pense, 99% du temps. Et Alcaraz qui va réussir un chop défensif juste miraculeux, remettre la balle la pile poil dans la lucarne, sauver ce point, sinon ça refaisait une 4e balle de titre. Carlitos qui va attaquer le super tie-break, pied au plancher, qui va faire travailler sa puissance, ses volumes, et vous voyez la position de Sinner, il commence à reculer, il commence à être saoulé de coups. Et un petit peu comme sur le tie-break à Pékin, Carlos Alcaraz qui va activer son God Mode, un God Mode furieux, irrésistible, avec une amortie suivie d'une volée liftée en coup droit qui va passer juste devant la raquette de Sinner. Le génial Murcien qui va parachever son œuvre avec un passing juste fou. Je pense que ça devait se terminer comme ça, par un point, par une exécution géniale, délirante. Ça fait 10-2 dans le super tie-break. Et après un match comme ça, après une finale comme ça, après avoir laissé échapper 3 balles de titre, on aura forcément une pensée pour Jannik Sinner, parce que on le sait, dans le tennis, il y a toujours un vainqueur ou un perdant, mais ce match, pour moi, ce match, il méritait un match nul. C'est l'heure du mot de la fin traditionnel à la fin des grands chelems. J'ai rien préparé, j'ai pas de notes. Je voudrais déjà commencer par vous remercier d'avoir été aussi nombreux à suivre les vidéos. Là, ce qu'on a vécu, la cérémonie de Rafa, la quinzaine n'a pas toujours été extraordinaire, mais il y a eu des moments sympas quand même, et la finale, là, on a terminé sur une apothéose complète. C'est pour ça que la chaîne existe depuis le départ. C'est venu d'une frustration, c'est venu d'une envie de partager ma passion, et là, je vois que il y a des dizaines de milliers de personnes qui regardent mes vidéos, qui continuent à les regarder, qui continuent à les partager, à les pousser, à vous abonner, etc., etc. C'est toujours aussi kiffant, quoi. C'est toujours aussi bien. Bon, vous voyez, je pense que vous pouvez faire une capture d'écran de ma tronche là et en début de quinzaine, et vous voyez aussi ce que ça réclame, mais c'est fait avec plaisir, c'est fait avec entrain, c'est fait avec passion, et on a vécu une quinzaine qui s'est conclue avec un match d'anthologie, quoi. Un match d'anthologie. Moi, j'ai eu les frissons une grande partie de la rencontre. Même j'étais pas loin d'avoir les larmes aux yeux à certains instants. Elle a été coûteuse en émotion, cette quinzaine. Elle a été très forte, très très forte. Il a fallu
passer déjà outre la cérémonie de Rafa et vivre une quinzaine folle, et le format en 3-7 gagnant, c'est magique, c'est merveilleux, parce que ça raconte une histoire, c'est un récit, c'est un voyage. Le match, si ça se termine en 2-7, là la finale, c'est nul, c'est nul, c'est un match comme un autre. Là il y a quelque chose d'épique, d'irrationnel, de fou, de surhumain. Alors oui, il y a la performance physique d'Alcaraz, de Sinner, on dépasse tout en fait, on est sur du tennis, d'un autre monde, quoi. Ça joue tellement vite, ça joue tellement fort. Évidemment, il y a des fautes directes, il y a des erreurs, mais ils ont repoussé le tennis à un niveau, c'est colossal. Alors peut-être que moi je préférais quand c'était un peu plus lent, qu'il y avait un peu plus de stratégie, de variété dans le jeu, les serveurs volleyeurs, les gros limeurs de terre battue, des joueurs un peu plus spécifiques sur telle ou telle surface. Mais là franchement, après avoir vécu une finale comme ça, et voir Sinner et Alcaraz se mettre sur la tronche là pendant plus de 5 heures, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux ce qu'on a vécu. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Mais voilà, merci. Vraiment merci à vous, parce que sinon, faire tout ça, ça aurait aucun sens. Et c'est vous qui donnez du sens, c'est vous qui donnez du cœur, du courage. Et je vous retrouve demain sur le Max Enfilé à 11h. Il y aura aussi une tier list ce mardi. Je vais prendre ensuite quelques jours off. On se retrouvera pour la saison sur gazon. Je vais essayer de vous faire 1 ou 2 contenus avant Wimbledon, ça c'est sûr. Et on se retrouvera en quotidienne sur Wimb. Voilà, j'espère que cette couverture de Roland Garros vous a plu. C'était Roland Garros sur Service Volé. Et portez-vous bien, bisous. Un immense merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Soutiens activement Service Volé en souscrivant à un abonnement, sécurise ton flux, débloque le contenu de plus de 40 plateformes de streaming différentes, accessoirement Wimbledon gratuitement, le tout satisfait ou remboursé pendant 45 jours.